L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut ma belle biche sauvage, c'est Vincent et aujourd'hui je te présente mon Quoi de neuf Vince du mois de juillet 2018. Et dans cette vidéo-là, si tu n'es pas familier avec le concept, eh bien je vais te partager mon opinion sur différents jeux auxquels j'ai joué pendant le mois de juillet. Je le sais que la vidéo est longue et je le sais que tu n'as peut-être pas nécessairement le temps de pouvoir t'asseoir et écouter toute la vidéo au complet où tu vas avoir l'information précise par rapport à quelque chose en particulier. Dans la description, tu vas pouvoir avoir la liste complète des jeux que je vais parler ainsi que le moment précis auquel j'en parle et ce grâce à des timestamps que j'ai créés pour tous ceux et celles qui ont ce problème-là. Le but c'est vraiment de te lancer plein d'informations, j'essaie de me couper le moins possible. Puis bon, regarde, me lancer puis te donner ce que je pense de ce jeu-là. Des fois, je m'étale puis je m'excuse de m'étaler. Je suis un peu comme ça. Bref, je pars dans mes idées. Puis là, Mané, t'es comme, ok, t'es un peu trop loin, Vincent. Puis je te suis plus, c'est normal. T'es pas la seule personne qui pense ça. Puis là, comme tu vois, là, je suis en train de m'étaler puis je devrais juste me lancer directement. Mais avant de me lancer, je tiens à te dire, premièrement, que les jeux vont être lancés. Je vais t'en parler. Il n'y a pas vraiment d'ordre quelconque dans lesquels j'en parle. J'en parle comme ça, puis that's all. Puis deuxièmement, j'avais pas de deuxièmement dans le fond, fait que je vais commencer tout de suite. J'ai l'opportunité en fait d'aller visiter David Couteau, professeur board game à Sorel, et on s'est tapé une belle grosse journée de jeu, c'était super le fun. Vous irez voir sa chaîne Professeur Board Game, je vais laisser un lien dans la description de la vidéo. Et le premier jeu en fait qu'on a joué, c'était Hunt for the Ring, qui est un jeu où est-ce qu'un joueur va incarner Frodon et les Hobbits, et l'autre joueur ou les autres joueurs incarneront les Nazgûl. Et le but des Nazgûl, en fait, c'est de trouver Frodon. Et le but de Frodon, évidemment, c'est de se rendre d'un point A à un point B, puisque c'est un jeu de mouvement caché, hidden movement qu'on appelle, c'est-à-dire que Frodon va se déplacer d'un point à un autre sur la carte. Il y a différentes manières qu'il puisse se rendre à l'autre côté du plateau. Et les Nazgûl vont devoir le chercher. C'est super le fun. Le jeu est divisé en fait en deux parties. Fait que la game peut jouer comme tu peux sauvegarder puis après ça faire ta game plus tard, ou tu peux faire les deux games back-à-back. La première partie, en fait, Frodon va se déplacer de Hobbitbourg à Brie où est-ce qu'il est censé rencontrer Gandalf, et là il rencontre Aragorn. Et la deuxième partie, ben tu fais juste flipper le plateau de jeu et ensuite de ça on va incarner Gandalf qui va protéger Frodon, Frodon lui va se déplacer sur la map de façon prédéterminée pour aller à Foncombe. C'est un jeu qui est vraiment le fun, thématique super bien rendue. Les Nazgûl cherchent à tout prix et veulent corrompre Frodon le plus possible parce que faut tout le temps en fait que les Nazgûl se pitchent le plus vite possible sur Frodon et le retrouvent encore et encore et encore, parce que une fois qu'ils l'ont retrouvé, ils vont le corrompre, mais il faut que les Nazgûl le retrouvent encore pour le corrompre encore une fois, jusqu'à temps que Frodon n'ait plus aucun point de sanité mentale, dans le fond qu'il soit complètement corrompu, pour que les Nazgûl puissent gagner la partie, alors que Frodon se sent pogné ben raide, si ça se peut pas, comment est-ce que je vais faire pour me rendre là, parce qu'en plus t'as un timer, il faut que tu le fasses en un certain nombre de mouvements. Vraiment là, super jeu, composantes et le matériel extraordinaire. Sérieusement, si vous n'avez pas entendu parler de ce jeu là, je trouve ça en fait c'est normal parce qu'il est comme passé en dessous du radar, mais je trouve ça tellement dommage qu'il ait passé en dessous du radar parce que c'est un jeu fabuleux. Lancez-vous, essayez ça, c'est super le fun, je vous encourage grandement à checker Hunt for the Ring. Prochain jeu, Covert, ou Covert, bref. Quand j'ai vu la boîte, je me disais, bon, c'est un genre de jeu de mystère, avec énigmes, bref, déduction et enquête. Et finalement, c'est pas du tout ça, en fait. C'est un jeu de placement de dés, un peu comme du placement d'ouvriers, sauf que, bon, ça va être avec des dés qu'on va placer puis qu'on va faire nos actions. Dans une espèce de thématique où est-ce que, bon, tu dois récupérer, en fait, des items et faire différentes missions. Tu dois te promener, en fait, en Europe, puis que, bon, ces missions-là, quand tu les accomplis, ben là, tu récupères des points. Vraiment, j'ai été super surpris par ce jeu-là. Je trouve qu'il y avait vraiment de quoi d'intéressant. Il y a vraiment beaucoup de décisions cruciales à prendre. Tu as des choix déchirants. Parce que, bon, le dé que tu places va aussi influencer quel dé que l'autre joueur peut placer. Il y a vraiment différentes choses à considérer. Puis, il faut vraiment être attentif à ce que les autres joueurs ont roulé, qu'est-ce que les autres joueurs font.
Vraiment, là, une belle petite perle. Puis je me demande, écoute, peut-être que je pourrais me le procurer. Tu sais, peut-être qu'il y a plusieurs. On a juste joué à deux. Peut-être qu'il y a plusieurs joueurs, ça pourrait être le fun. Écoute, mon séjour chez David se conclut ainsi et je reviens chez nous et je décide de jouer à Altiplano. Si tu ne connais pas Altiplano, JP a fait une superbe vidéo, en fait, a même fait un comparatif entre Altiplano et Orléans parce que c'est le même auteur et il utilise la même mécanique de bag building. Et dans Altiplano, par contre, j'ai trouvé, moi je ne m'attendais pas à aimer autant que ça, j'ai vraiment été surpris. Je me disais, bon, ça allait être comme un peu un genre de Orléans, tu sais, sans plus ni moins. Pas que j'aime pas Orléans, au contraire, je tripe super gros, mais je me disais, ben, tu sais, tant qu'à jouer à une refonte d'un jeu, ben, tu sais, je vais juste jouer à Orléans. Mais finalement, Altiplano, je trouve que il y a vraiment une fibre euro, gestion de ressources, beaucoup plus importante et beaucoup plus notoire qu'Orléans. Orléans, c'est très, tu peux vraiment, t'es libre beaucoup de faire ce que tu veux, puis vraiment tout va te rapporter des points, puis tu sais, c'est pas très, il y a une importance par rapport à ce que tu fais, mais dans Altiplano, c'est encore plus important que tu stratégises à long terme. Je sais pas si stratégie c'est un verbe, bref, tu comprends ce que je veux dire. Et ça, c'est à cause principalement de l'ergonomie spatiale. Dans le fond, pour faire une action, il faut que tu sois sur une tuile en tant que telle. Ça, j'ai trouvé ça très cool, très intéressant. Je me sens vraiment plus dans ma tête en train de réfléchir, en train de créer, mettre les pièces du casse-tête tout ensemble dans Altiplano. Et ça m'a vraiment flabbergasté. Je te dirais, j'ai vraiment été content de me le procurer. Puis c'est vraiment un jeu que j'ai envie de ressortir le plus vite possible. Vraiment cool. J'ai joué 2 parties ce mois-ci de Gaia Project et je dois vous avouer, je suis émerveillé devant ce jeu-là. Wow fois 1000, superbe. Vraiment là, extraordinaire ce jeu-là. Moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est le fait que tout est possible. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Faut juste que tu calcules comment le faire. C'est-à-dire, c'est quoi, dans le fond, ça va être quoi mes tours de jeu, puis comment est-ce que je vais faire pour créer une séquence qui va me permettre d'arriver à ce point-là. Et là, la question arrive, pendant que tu es en train de faire cette séquence-là, tu fais « Wow, ça me coûte tellement cher faire ça. Est-ce que c'est vraiment la chose la plus optimale que j'aurais pu faire? » Mais en même temps, moi, ça me dérange pas parce que quand je suis capable de dire qu'un jeu me permet de faire ce que je veux et que toutes les manières sont possibles pour faire des points, c'est juste qu'à un moment donné, bon, ça vient juste à l'interaction entre les joueurs, qu'est-ce que tu dois faire le plus vite possible pour éviter de te faire enlever une action. Bref, vraiment là, j'ai hâte d'y rejouer, puis j'ai hâte de le réessayer sous un nouveau jour. Je trouve que ce jeu-là me fascine et je pense que je pourrais rejouer encore et encore à ce jeu-là sans jamais me tanner. Écoute, je te dis ça après 3 parties, là, ça se peut qu'après 5, 6, 7, je fasse comme bon, ok, j'ai fait le tour de la patente. Mais quand même, pour vrai, il y a vraiment de quoi de le fun dans ce jeu-là. C'est particulièrement, je pense, c'est le fait que bon, tu peux créer une séquence qui va te permettre vraiment d'aller dans une direction en tant que telle, mais que tu peux aller dans toutes les directions au final. Un jeu que j'ai joué ce mois-ci, que ça faisait longtemps que je voulais essayer, c'est Luna de Stefan Feld, et même que c'est intéressant. C'est pas le genre de jeu que je sortirais à chaque semaine, mais je le sortirais une bonne fois de temps en temps là, pour vraiment avoir une expérience qui me sort complètement de mes pantoufles, que je puisse vivre de quoi d'extraordinaire. Dans Luna, en fait, ce qui est génial, c'est vraiment que la thématique n'existe pas sans les mécaniques et l'inverse aussi. Les deux sont tellement reliés ensemble qu'on a créé véritablement une histoire et un univers autour de ceux-ci. Grosso modo, il y a une déesse de la lune qui désire se faire vénérer par nous les prêtres et on va envoyer des ouvriers sur différentes îles pour qu'ils puissent faire différentes actions et que ça puisse nous donner en fait des espaces de prière dans le temple. C'est un retrait d'ouvriers plutôt qu'un placement d'ouvriers parce que tu vas prendre tes ouvriers et tu les retires d'une île pour faire l'action de celle-ci. Ceci étant dit, en quoi est-ce que ça change la chose? Eh bien, c'est que ces ouvriers-là sont reliés à cette île-là et tu ne peux pas les déplacer à la fin d'un round. En fait, il va falloir que tu prennes un tour pour prendre des ouvriers et les déplacer physiquement d'une île à une autre, mais tu ne pourras probablement pas les utiliser avant le prochain round. Une autre mécanique que j'ai rarement vue, en fait que j'ai pas vue ailleurs, c'est le fait que quand un joueur passe, eh bien, il va flipper un jeton chandelle de l'autre côté, et là, après ça, un autre joueur passe, ben, il flippe un deuxième,
on flippe un troisième et finalement c'est le dernier jeton, le quatrième jeton qui va faire en sorte que le round se termine. Donc les joueurs ont un contrôle absolu sur le nombre d'actions que tout le monde va avoir autour de la table. Ce qui s'est passé dans notre game, bien, il y a un joueur qui a décidé que ses 4 actions c'était tout simplement de revirer les 4 jetons chandelles et là on était pressé au bout, on voulait être le plus efficace, le plus rapide possible pour faire ce qu'on avait en tête. Ce jeu-là est extraordinaire. Je trouve ça dommage qu'il ait passé aux oubliettes vraiment facilement. Un jeu qui mérite une grande attention. Luna de Stéphane Feld. Pour vrai, passe pas à côté de ça. Tu vas vivre de quoi d'extraordinaire, je te le garantis. Puis si t'as pas aimé ça, c'est correct. On a des goûts différents. Le mois passé, j'ai essayé un jeu qui m'a fait de l'œil bien raide et c'était Study in Emerald First Edition et j'avais vraiment hâte d'essayer la deuxième édition pour faire le comparatif. Et laissez-moi vous dire qu'il y a un univers de différence entre les deux, c'est incroyable. Fight! Premièrement, on élimine dans la deuxième édition tout le principe de déplacement de tes espions. Donc, tu vas pouvoir prendre tes espions du Caire et les déplacer à Londres sans aucun problème. Il faut juste que tu aies le nombre d'icônes de déplacement sur tes cartes. Tu les utilises, merci, bonsoir, c'est fait. Alors que dans la première édition, si tu veux te déplacer de Londres au Caire, eh bien, il faut que tu payes. Et tu vas payer pour chacune des villes que tu vas utiliser pour te rendre à ta destination. Ce qui fait en sorte que tu es continuellement en train de réfléchir à la valeur de ce mouvement-là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que vraiment ça va me permettre d'avancer? Mais au-delà de ça, est-ce que ce joueur-là qui se déplace, est-ce qu'il y a une raison cruciale pour le faire ou c'est juste pour bluffer? Deuxième différence, c'est que dans Study in Emerald 2nd Edition, si je récupère une carte, cette carte-là s'en va dans mon deck et il n'y a plus personne qui peut la prendre. Ce qui fait en sorte qu'on perd un peu du stress et de l'inquiétude de perdre une carte dans la première édition parce que si, admettons, je prends la carte Caire, par exemple, dans mon deck, c'est parce que j'ai eu la majorité, j'ai travaillé fort pour avoir la majorité au Caire. Et dès qu'un joueur me vole la majorité, eh bien, il pourrait décider de me voler la carte Caire. Donc là, tu prends la carte, tu la redonnes au joueur. Donc là, on est tout le temps un peu sur le stress et le qui-vive à faire. Est-ce que je suis prêt à juste laisser tomber cette carte-là pour faire autre chose dans le jeu ou je veux vraiment garder cette carte-là en ma possession? Et finalement, la différence la plus notoire et celle qui fait vraiment toute une différence selon moi entre les deux jeux, c'est le fait que dans la deuxième édition, tu peux aller chercher le nombre de cartes que tu désires en un tour, alors que dans la première, tu ne peux récupérer qu'une seule carte à la fois. Et pourquoi est-ce que ça fait une différence? C'est que dans la première édition, tu n'as tellement pas accès à des cartes et souvent tu vas te faire voler des cartes, les cartes vides. Et ça fait en sorte que les joueurs ont un espèce de sentiment d'appartenance par rapport à ces cartes-là. Ça leur a coûté cher, ça leur a coûté du temps, de l'investissement, ça leur a coûté des ressources pour pouvoir aller chercher ces cartes-là. Et après ça, tu vas les utiliser pendant tout le long de la partie. Tu veux faire en sorte que cet achat-là ait été bénéfique pour toi. Alors que dans la deuxième, tu as un aspect plus traditionnel du deck building, c'est-à-dire je bâtis mon deck le plus vite possible, je ramasse les cartes qui ont l'air pas pire fortes, je les mélange, puis après ça, je suis capable de jouer avec ça le plus vite possible. Fait que ça fait en sorte que tu perds le stress puis l'inquiétude, mais surtout le fait que tu as un sentiment d'appartenance, comme je disais tantôt. Donc, somme toute, je trouve que la première édition, selon moi, me plaît davantage parce que toutes les règles fuckées puis les petits détails bien gossants que l'on fait comme ah, pourquoi c'est là déjà, puis après ça, un moment donné, quand ça commence tranquillement à rentrer puis ça devient intuitif puis instinctif, tu tripes solide sur le jeu. Ben, c'est perdu beaucoup dans la deuxième édition qui est super gros épuré, qui va être bien plus accessible. Les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à comprendre le jeu. Mais à quel coût est-ce qu'ils ont fait ça? J'ai l'impression qu'ils ont coupé beaucoup dans le gras puis qu'ils ont commencé à couper dans la chair un peu pas mal pour être capable de rendre ce jeu-là accessible. Mais par contre, je dirais qu'il y a peut-être une ambiguïté à avoir où est-ce que je pense que les joueurs qui vont essayer la deuxième édition avant la première risquent d'aimer la deuxième édition beaucoup plus que la première parce qu'il y a quand même un bon feeling. C'est le fun, c'est intriguant. Tu as aussi le stress de savoir est-ce que ces joueurs-là sont dans mon équipe ou non, est-ce qu'ils sont loyalistes ou sont restaurationnistes. Tout ça, tu l'as, puis peut-être que les joueurs qui ont essayé la deuxième édition vont sentir que la première, elle essaie de faire la même affaire, mais de façon beaucoup plus complexe, puis beaucoup plus élaborée, laborieuse, que la deuxième a pu le faire en dedans de 45 minutes de jeu. Le prochain jeu que j'ai joué, c'est Oaks. Oaks qui est en fait dans la même lignée que Coup. En fait, Coup
est inspiré de Hoax. Hoax, c'est un vieux jeu et dernièrement, il y a une réédition. Hoax est vraiment plus intéressant selon moi que Coup parce qu'on a vraiment un système de déduction qui est super élégant, qui est génial, qui est vraiment bien fait. Le principe aussi de bluff est vraiment plus prononcé dans Hoax et je trouve que tous ces éléments-là font en sorte que Hoax est vraiment un jeu qui est élégant et qui est vraiment gentleman plus que Coup qui dans le fond, Coup c'est vraiment juste on donne des coups de couteau un peu partout puis on espère qu'on va être le dernier qui va recevoir les coups de couteau pour espérer de gagner. Bref, c'est mon opinion personnelle, mais si vous n'avez pas encore essayé Hoax, lancez-vous parce que c'est une petite boîte et c'est vraiment pas cher puis c'est quand même très facile, particulièrement à comprendre si vous avez déjà joué à Coup. Gandalf et Sylvebard qui perdent la vie tragiquement face aux forces continuellement grandissantes de l'Isengard qui terrorisent le peuple du Rohan. Boromir et Aragorn s'alliant ensemble, Boromir reconnaissant la royauté d'Aragorn et Aragorn maintenant roi du Gondor s'allie avec son peuple pour se défendre contre les forces incessantes du Mordor qui frappent Minas Tirith à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde. Legolas n'ayant aucun autre choix que de se dissocier de la communauté de l'anneau pour aller prêter main forte aux siens qui, eux, sont menacés sur les terres de Lorien, les terres ancestrales elfiques, les terres de Galadriel. Et pendant ce temps, Gimli, Merry et Pippin, envers et contre tous, contre toute attente, lèvent leur épée pour une dernière fois contre le roi Nazgûl. Et grâce à leur courage et leur audace, l'impossible devint possible. Des mains de Merry et de Pippin, le roi Nazgûl mourut. Je ne suis pas un homme. Et alors que Frodon est sur le point d'être subjugué par la corruption de l'anneau, cette croisade est l'ultime opportunité pour notre protagoniste de lancer l'anneau du mal dans le monde ténébreux. L'anneau est détruit. Sauron est vaincu. Les peuples libres sont maintenant en paix. La terre du milieu est maintenant sauve. Fait que j'ai converti un de mes amis à War of the Ring. Ben oui, c'est ça War of the Ring. C'est génial, c'est épique. Puis tu réécris l'histoire à ton goût. Prochain jeu que j'ai joué ce mois-ci, Founders of Gloomhaven. Bon, j'ai joué ma première partie et j'ai terminé la partie puis je me suis dit, il y a plein de défauts dans ce jeu-là. Premièrement, l'ergonomie du jeu est vraiment nulle selon moi. Tu sais, toutes les cartes building que là, à un moment donné, ça commence à prendre beaucoup de place. Il faut que tu lises chaque carte, qu'est-ce qu'elles font. Là, ensuite de ça, il faut que tu dises, ok, ben cette carte-là, je peux l'utiliser, cette carte-là, je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas livré la marchandise à ce building-là. Là, ensuite de ça, tu as les ouvriers que là, tu peux placer, mais là, s'il y a un autre joueur placé là, ben tu peux pas l'utiliser, mais là après ça, bref, il y a comme tellement d'affaires à considérer. Puis je trouvais que la portion justement placement d'ouvriers éliminait toute la tension qu'on pouvait avoir à travers la mécanique de sélection d'action. Dans Puerto Rico, c'est tellement important de considérer ce que les autres vont faire, alors que dans Founders of Gloomhaven, la tension, je trouve qu'elle est éliminée quasiment carrément, parce que justement, un joueur peut juste faire, ben écoute, moi, peu importe ce que tu vas faire, je m'en fous, je vais juste faire une action de base, puis je vais placer mon ouvrier là, puis that's it. Après 2 jours que j'ai joué ma game, je pouvais pas arrêter de penser au jeu. Je me disais, ben, il faut que je réessaye le jeu, il y a sûrement d'autres stratégies, il faut que j'essaye différentes manières de jouer. Fait que j'ai réessayé le jeu. J'ai beaucoup plus apprécié mon expérience, mais je trouvais quand même, encore une fois, que les ouvriers étaient un petit peu de trop. Et puis là, après ça, je me suis dit, bon, écoute, je vais m'acheter le jeu parce que là, j'y pense souvent, puis j'étais en train de me dire qu'il faudrait que j'essaye sans les ouvriers. Je me suis acheté le jeu. Et là, après ça, j'ai joué sans les ouvriers. J'ai vraiment apprécié ma partie davantage que les 2 autres que j'ai faites. Malgré que ma deuxième, j'avais trouvé ça beaucoup plus cool. Et finalement, j'ai joué une partie à 2 joueurs avec les ouvriers. Je suis vraiment confus par rapport à ce jeu-là. Je sais pas si j'aime ça ou non. Je trouve qu'il y a énormément de défauts dans le jeu. Je trouve qu'il y a énormément de petites failles. Mais en même temps, je me dis, il y a quand même quelque chose qui me
qui me vient me fasciner, qui vient un petit peu me chicoter. Je suis super ambigu par rapport à mon opinion. Je trouve qu'au final, c'est un petit peu comme, mettons, mettons le kick, l'espèce de fille ou de gars avec qui tu étais en amour au secondaire, mais que tout le monde te dit « Ah, cette personne-là, c'est pas une bonne personne, nanana. » Puis tu le sais, que c'est pas une bonne personne, puis tu le sais qu'il y a comme plein de défauts, mais t'es comme, sans le vouloir, t'es comme attiré vers cette personne-là, puis tu te dis, aïe, ok, j'aimerais juste ça, réessayer une nouvelle. C'est pas un bon exemple, vraiment. J'espère que tu as eu cet exemple-là pour toi, personnellement, pendant ton adolescence. Moi, je l'ai eu, mais je suis pas là pour te parler de ma vie personnelle, fait que, écoute, on va couper ça là. Un de mes amis m'avait proposé de me procurer Prowler's Passage et je dois vous avouer, j'ai vraiment pas été déçu par ce jeu-là. Je l'ai essayé à plusieurs reprises avec différentes personnes et je pense que pas mal tous les gens avec qui j'ai joué, on a décidé de faire une seconde puis une troisième partie des fois même parce qu'on voulait avoir un meilleur feeling du jeu. Puis c'est un jeu qui est tellement rapide, qui est simple, ça dure 25 minutes une partie puis t'as envie d'en refaire une autre. Je trouve que la dualité puis les décisions que tu as à faire sont très intéressantes. J'ai fait une critique sur le jeu, si ça vous intéresse, allez voir et essayez-le, vraiment ça vaut la peine, c'est un beau jeu, très cool. Je pars en voyage, j'amène dans le fond mes board games, ma brosse à dents et mon sac de couchage parce que je m'en vais à la ville de Québec. Et Saint-Georges-de-Beauce, j'ai rencontré la gang de l'école du jeu. Sylvain a sorti Aeon's End, ça faisait un petit bout que je voulais l'essayer. Et là, j'ai su que les 3 gars à l'école du jeu tripaient solide sur ce jeu-là. Donc, j'avais un poids assez lourd sur mes épaules. C'est-à-dire, est-ce que ça allait être un des premiers jeux qui fait l'unanimité à l'école du jeu? Et oui, ça fait l'unanimité. J'ai aimé ça solide. J'ai trouvé ça fabuleux comme jeu. Je dirais il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. Premièrement, l'aspect coopératif que je n'ai pas vraiment d'affection particulière par rapport à ça. Dans le jeu-là, je trouve que ça fait du sens. Je trouve que thématiquement, il y a vraiment comme, ok, on a un monstre, faut lui péter à la gueule, on est en train d'être menacé par cette entité. Cette entité-là, faut aller lui briser en fait les jambes, faut être capable de le péter le plus rapidement possible avant qu'il vienne attaquer notre ville. Thématique super bien rendue. Marcher des cartes aussi, ça c'est tout le temps quelque chose que j'aime dans les deck building, mais aussi le fait que tu places tes cartes dans l'ordre que tu veux dans ta défausse, puis tu fais juste en remettre par-dessus, puis tu peux créer en fait tes combos avec ça. Wow, vraiment cool comme truc. La mécanique de tour de jeu qui est différente de fois en fois, ça fait en sorte que tu peux pas avoir de joueur alpha. Habituellement, le joueur alpha peut planifier à l'avance selon les tours des joueurs, mais là, présentement, on vient briser ça automatiquement parce que tu sais pas dans quel ordre ça va sortir. Bon, tu peux avoir des gens qui peuvent te conseiller, mais les joueurs ne voient pas nécessairement la même carte que tu as au départ. Tu bâtis vraiment ton truc. Tu sais, tranquillement, là, tu commences à huiler tes engrenages, puis mener là, ta machine à part, puis là, tu es capable de pouvoir guérir les autres super rapidement, têter le monstre, puis les autres petits sbires qui sont avec lui. Le Limit Break, je trouve que ça fait penser à Final Fantasy. Bref, je trouve que tout le rendu de ce jeu-là est extraordinaire. J'ai hâte de me le procurer, j'ai hâte de me l'acheter. Ça a vraiment été un gros coup de cœur pour moi ce mois-ci. Mon trip de la ville de Québec se termine le lendemain parce que je m'en vais en fait à Saint-Georges-de-Beauce rejoindre JP et Joe et on passe une journée complète de gaming. On a fait énormément de différents jeux. Joe et JP d'ailleurs voulaient vraiment essayer Zangwo de What's Your Game qui est selon moi mon préféré, mon favori de cette compagnie-là. Je trouve que celui-là est plus intuitif, plus instinctif. Non pas que les autres jeux de cette compagnie ne sont pas intuitifs ou instinctifs, mais je trouve qu'ils sont très lourds et parfois il y a beaucoup de règles, de détails, d'ambiguïté par rapport à différentes choses. Puis là, après ça, t'es souvent le nez fourré dans les règles, t'es comme en train de lire plutôt que d'être concentré sur le jeu puis le flow du jeu. Alors que dans Zangwo, ben écoute, on joue puis il y a de quoi le fun aussi avec les cartes. Le mix entre la sélection d'actions puis le tableau building, le fait que tu peux faire des points de différentes manières, que les autres joueurs, oui, peuvent te bloquer, mais que d'un autre
autre côté, tu es capable quand même de t'organiser à tout moment pour être capable de, bon, quand même procéder à ton plan final. Vraiment, vraiment cool moment. Puis le jeu aussi est le fun. Bref, si tu n'as pas encore essayé Zango, ben, il y a une deuxième édition qui va bientôt sortir sur Kickstarter, donc je t'encourage à aller voir ça. Et ouf, il y a un upgrade pack pour la première édition, donc je suis content de m'avoir procuré ça, puis que j'avais juste acheté le upgrade pack. Merci What's Your Game de faire ça, j'apprécie énormément. C'est rendu 11h30 et là JP me dit bon ok, on peut peut-être faire un dernier jeu. On peut essayer Time Arena et là je lui explique qu'on a fait 6 games en ligne, je l'ai converti. Fait que mission accomplie, si t'as pas encore essayé Time Arena, va essayer ça, c'est super cool comme jeu. J'ai fait une critique aussi sur le jeu. Vraiment là, un jeu là, stressant là, pis que tu sais, t'as comme tellement de matériel pour le peu de temps que ça dure. Ah, que c'est le fun, puis que c'est satisfaisant comme jeu. Et c'est ainsi que se conclut mon voyage à Québec et Saint-Georges-de-Beauce. Je reviens chez nous et je continue de jouer. Et le prochain jeu que j'ai joué était Sekigahara, un jeu de GMT Games. GMT sont très très forts en fait pour narrer un petit peu les différents événements de guerre qui se sont déroulés dans l'histoire de l'humanité. Un jeu qui ressemble un petit peu à, je dirais, Stratego. Les joueurs vont avoir des espèces de cubes en bois et vont les avoir en fait face cachée face à l'autre joueur parce que d'un côté tu as le type d'armée que tu possèdes et l'autre joueur ne peut pas voir. La seule chose c'est qu'il peut voir dans le fond le nombre de cubes qui s'accumulent les uns par-dessus les autres. Vraiment vraiment intéressant comme jeu. Malheureusement c'est un jeu qui est assez unique en son genre, donc ça va être difficile en fait de le sortir régulièrement, mais c'est pas le genre de jeu que je suis prêt à mettre aux oubliettes à cause de ça. C'est solide comme jeu, c'est le fun. Esthétiquement, il est beau aussi. Les règles sont quand même assez simples, très straightforward. Mais je trouve que le jeu, somme toute, a vraiment, vraiment beaucoup à offrir. Et j'ai vraiment apprécié, en fait, d'avoir tombé sur ce jeu-là. J'espère y jouer bientôt. Des fois, les jeux qui sortent un peu en dehors des sentiers battus, puis les jeux qu'on connaît plus ou moins, ben souvent, ils ont beaucoup à offrir parce que, justement, s'ils sortent des sentiers battus, puis ils sont peut-être un peu moins connus à cause de ça. Mon après-midi avec Sekigahara se poursuit avec Mythos Tales. Mythos Tales, en fait, qui est un jeu de déduction et enquête, un peu à la Sherlock Holmes Détective Conseil, mais ce, dans l'univers de Cthulhu. Et j'ai vraiment eu du fun. Oh my god, que c'est plaisant et satisfaisant. C'est exactement ce à quoi j'aurais voulu goûter dans Arkham Horror LCG avec le principe d'intrigue, des déductions dans le fond. C'est parce que dans Arkham Horror, ce que j'ai trouvé plate, c'est qu'au final, tu fais juste accumuler un certain type de ressources, puis après ça, bon, tu passes au prochain step, alors que dans Mythos Tales, il faut que tu sois attentif à le storyline, à ce qui t'est proposé dans l'histoire. J'ai vraiment hâte de continuer Mythos Tales, puis de recommencer par la bande Détective Conseil. On continue avec Prodigal's Club. Prodigal's Club qui est un successeur spirituel à Last Will, et les deux jeux sont compatibles ensemble. Prodigal's Club, par contre, est peut-être beaucoup plus axé sur une gestion euro que Last Will. Dans Last Will, en fait, il y a beaucoup un principe de combo de cartes. Tu vas chercher tes cartes, puis là, tu les actives, puis là, après ça, tu es capable de faire des combos que telle carte va permettre de pouvoir faire telle autre affaire avec telle carte, puis telle carte va permettre de pouvoir dépenser le plus d'argent possible. Tu as juste une ressource à dépenser, c'est-à-dire l'argent dans Last Will, alors que dans Prodigal's Club, tu as beaucoup plus à gérer, c'est-à-dire tu as 3 tracks à devoir descendre et ton score final et la track qui est la plus élevée. Et donc la personne qui a le moins de points gagne. Je trouve que peut-être la fibre euro est plus intéressante dans Prodigal's Club, mais on sent beaucoup plus la thématique dans Last Will. Ceci étant dit, je pense qu'après quelques parties dans Prodigal's Club, tu commences à plus embarquer dans le jeu puis la thématique parce que c'est drôle au bout. Autre chose aussi, c'est que Prodigal's Club est assez versatile dans sa mise en place de départ parce que tu peux décider de jouer avec 2 plateaux plutôt que 3. Tu pourrais jouer aussi avec le plateau de Last Will. Il y a vraiment différentes manières d'approcher le jeu, puis je pense que peut-être notre première partie de jouer avec les 3 plateaux immédiatement, peut-être c'était un peu trop volumineux, mais quand même c'est pas si pire que ça, là. Moi j'ai eu bien du fun, puis je pense qu'autour de la table ça a été assez unanime sur le plaisir que ce jeu-là a offert. Vraiment vraiment cool, j'ai hâte de le réessayer. Les 2 prochains jeux que je vais vous parler sont des jeux qui sont vraiment pas connus du tout, parce qu'ils datent de longtemps. Le premier c'est Auf Asche,
qui est un genre de jeu de truck que tu vas faire des livraisons en fait dans l'Europe de l'Est. Et c'est un jeu en fait qui date de 87 par Wolfgang Kramer. Oui, Wolfgang Kramer faisait des jeux depuis les années 70, je pense. Et c'était donc bien fun comme jeu. Sérieusement, là, c'est un jeu qui date de longtemps. Pourtant, écoute, je travaille au Randolph, donc moi, je vois que ce jeu-là pourrait être présenté super facilement. Je vois des gens jouer à ce jeu-là, apprécier le jeu. C'est un roll and move qui est vraiment le fun, puis particulier dans sa mécanique. C'est super cool. J'aurais joué des après-midi de temps à ce jeu-là quand j'étais jeune plutôt que jouer à Gangster ou Monopoly. On se tannait vite de ça, mais Half Ashes, il y a de quoi de fun dans la gestion, dans la planification d'avance, puis surtout en fait dans l'interaction qu'il y a entre les joueurs. Vraiment, vraiment le fun comme jeu. Le deuxième jeu s'appelle Reifenbreit. Attends un petit peu là. Reifenbreit. C'est un jeu de bicycle. C'est une course à vélo qu'on va faire le tour de France. C'est la première personne qui arrive. Ben, c'est pas nécessairement elle qui gagne parce qu'en fait, tu as différents vélocyclistes à gérer et tu vas faire des points de multiples manières. Malheureusement, il est difficile à trouver comme j'ai dit, mais c'est vraiment le type de jeu que je rejouerais encore et encore et encore parce que l'esthétique du jeu est le fun, un genre de graphisme un peu à la Achille Talon, Gaston Lagaffe. Moi, ça me parle énormément, tout ça. Puis je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il y ait des jeux comme ça qui n'ont pas été réédités encore, mais de plus en plus, en fait, tu as plusieurs compagnies qui se concentrent là-dessus. Restoration Games, par exemple, qui en est un. Puis j'espère en fait que lui va pouvoir revoir le jour parce qu'il est encore d'actualité selon moi, même qu'il fait encore mieux la job que beaucoup d'autres jeux en fait de course entre guillemets. Bref, allez voir ça, même si c'est un jeu qui date. My God que c'était le fun. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, si tu as aimé, laisse un pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé, ben écoute, tu peux laisser un pouce vers le bas, mais explique-moi qu'est-ce qui te gosse, puis tout ça. Puis sinon, écoute, n'hésite pas à partager la vidéo et de nous liker sur Facebook, sur Instagram et aussi de t'abonner à notre chaîne si tu le veux bien. Alors voilà, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!